sommes le samedi 8 mars, donc je vous retrouve pour ouvrir ce nouveau vlog où je voulais vous parler des petites lectures que j'avais déjà pré-sélectionnées, qui sont là derrière. Voilà. Oui, je me suis assise par terre, j'ai un fauteuil, mais je me suis assise par terre, histoire que vous voyez un peu le bordel aussi de livres derrière. Il va vraiment falloir un moment que je prenne du temps pour ranger, mais j'avoue que je ne sais pas quand je trouverai ce temps, donc c'est très embêtant. Mais c'est pas grave, je vous filme encore de nuit, enfin de nuit. Il est quoi là? Il va être 20 h bientôt, mais bon, après on n'est qu'au mois de mars et nous sommes dans le nord. Mais enfin, se dit les jours rallongent, ça fait du bien. Voilà, sur ces considérations météorologiques dont on n'a pas grand chose à faire, on va passer à la lecture. Alors je voulais quand même revenir un petit peu sur ma fin février, qui a été d'un point de vue livresque pas terrible du tout. Alors je vous en reparlerai lors d'un point lecture parce que sinon ça va durer 3 heures. Alors il y en a un, c'est de ma faute, c'est-à-dire que c'est un livre quand il est sorti, je ne sais même pas si je voulais le lire à la base. Puis j'ai vu tellement de bons retours, c'était plein de coups de cœur en 2024, meilleure lecture 2024. Ah, je me suis dit, bon, quand même, et je pense que j'ai créé trop d'attentes sur ce livre. Bon, après, c'est un roman qui ne mange pas de pain, qui peut être lu par des plus jeunes, hein, peut-être pas à 13 ans, mais qui est du young adulte. C'est pas trop gênant. Le deuxième, enfin le second plutôt. Alors, je l'ai lu parce que j'ai reçu en masse critique Babelio, ce qui est plus ou moins... Alors, ça peut se lire indépendamment, le deuxième, en fait, heureusement, parce que le deuxième est tout à fait lisible. Le premier, je crois que... Enfin, vous savez que je suis très bon public. C'est très rare que je critique un livre, mais là, je pense que j'ai cordialement détesté ce roman. Voilà, je vous en reparlerai lors d'un point lecture, mais... Enfin, pour moi, il pose plein de problèmes. Et quand je vois le nombre de polémiques qu'on fait sur des livres pour des conneries, et je vois que là, on n'en parle pas. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est une ME indépendante qui l'a réédité. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais on n'en parle pas. Bah, là, ils étaient où ceux qui aiment bien faire des polémiques pour un oui ou pour un non Là, il n'y avait personne. En même temps, c'est de la littérature de genre. Voilà, c'est pas des livres qui sont lus par le plus grand public. Donc, évidemment, c'est passé à l'as. Mais ouais, ça a été une... Ah, c'est une torture. Hein. Non, c'est parce que vraiment, je voulais lire la suite, donc je voulais aller au bout. Hein. Sinon, franchement, je l'aurais abandonné. Et je n'aime pas abandonner les livres. Je n'abandonne pas de livres. Au pire, je vais peut-être les lire en diagonale, mais je n'abandonne jamais les livres. J'aime bien aller au bout. Mais là, je pensais à toutes ces booktubeuses qui disaient non, la vie est trop courte, j'ai pas envie de m'embêter, je l'ai abandonné. Ouais, là, j'ai compris. Mais bon, voilà. Mais je vous en parlerai dans un autre point lecture parce que c'était pas le but de ce vlog qui était de vous parler des petites lectures que je voulais faire au mois de mars, hein, question d'être décalé avec février, mais c'est pas grave, voilà, ça m'avait trotté dans la tête et voilà, je vous en avais parlé, vous avez normalement eu la vidéo précédente avec ma palle de petites lectures. Évidemment, je n'aurai jamais le temps de tout lire, mais je me suis dit, allons-y quand même. Oui, avant, je voulais ouvrir un paquet avec vous que j'ai reçu. Voilà. Qui est un livre, j'en profite pour le créer avec moi. Alors vous allez dire, mais oui, je sais, mais c'est mon petit péché mignon, ce genre de roman, voilà. Je m'en doute un petit peu, c'était celui-là, parce que l'autrice, j'avais discuté avec l'autrice, c'est Le souffle d'infinité, alors c'est les Érennes, c'est la saga des Érennes de Tali Perrault, oui, vous avez peut-être trouvé la couverture kitsch, oui, c'est de la romance historique. Alors, voilà, je redis pour ceux qui ne le sauraient pas, mais la romance historique a toujours été mon petit péché mignon. J'adore ça. Alors j'aime bien le contexte historique, même s'il est quand même très peu développé. Là, il est peut-être un petit peu plus développé, mais il n'est pas forcément très développé. Ça sert voilà, plus de décor, mais j'adore. Oui, j'adore les couples pas qui se déchirent, mais voilà, voir leur histoire d'amour, voir comment ça évolue, comment la société peut leur mettre des bâtons dans les roues, comment les femmes étaient vues à cette époque, puisque là on va être au 19e siècle aussi, je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 1851. J'avais lu le tome 1 il y a déjà une paire d'années en service presse numérique, et puis bon voilà, j'ai pas eu le temps d'enchaîner malheureusement. Et là en rediscutant avec l'autrice, hein, parce que je la suis quand même sur Instagram, hein, et ben j'avais commencé la saga des frères Eren, et là c'est du coup elle m'a gentiment proposé de m'envoyer le tome 2 en format papier. Alors moi j'adore la couverture, vous avez le droit de pas aimer, je comprends, surtout que sur cette chaîne je mets rarement de la romance, mais quand même, non, soyons objectifs, elle est quand même très belle, je trouve, non, je la trouve très belle. Oui, ça fait un petit peu, mais je veux dire, il n'est pas en position de domination, je suis dans tes bras, voilà, j'aime, je craque, j'adore. Bon, bref, je suis très contente, donc normalement je le lis en avril.
Je trouve pareil, le travail éditorial est super beau sur ce roman. Chouette. Voilà, ça va être une lecture pour moi détente, une belle lecture. J'avais beaucoup aimé le premier. Parce que dans le premier, on suivait une jeune femme qui était considérée comme le laideron de la bonne société. Donc, c'était la vieille fille et elle s'occupait des autres, et notamment de sa sœur, et de trouver un mari convenable pour sa sœur, jusqu'au jour où elle rencontre un des frères Eren. Alors, ils sont irlandais, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça rajoute un petit plus pour moi qui adore l'Irlande. Voilà. Et voilà, j'ai craqué. Et là, voilà, on va suivre donc Sean Eren, accompagné de sa famille, vient rendre visite à son frère Rory, installé à Saint-Malo avec son épouse Cordelia. Donc ça, c'est dans le tome 1. Bon, je vous spoile rien, vous savez bien que les romances historiques, comme ça se finit bien. Alors attention, parce qu'elles ne se finissent pas toujours tous très bien. Là, c'est vraiment de la romance historique, voilà, où ça se finit bien. Et c'est au cours de ce séjour qu'il fait la connaissance de Madeleine Karadec. En plus, on est en Bretagne, très belle région. Voilà, tout pour plaire. Moi, oui, on sait que ça finit bien. Oui, mais c'est pas grave. J'adore. Bah, sinon, j'aurais pas demandé le livre non plus. Hein. J'aurais pas accepté le service presse. Hein. Faut pas être non plus. Si c'est pour casser, c'est pas la peine, quoi. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que ça va être une bonne petite lecture très appréciable. Bon, du coup, je vous ai pas parlé de mes petites lectures là que j'ai commencé. J'en ai lu 2. Ça m'a fait un bien fou après ce que j'avais vécu. Ça m'a fait un bien fou. J'ai lu, je sais plus, en une soirée. Enfin, je pense que j'ai passé minuit quand je l'ai terminé. Donc ça fait sur 2 jours, mais quand même, je ne pouvais pas le lâcher. C'est Les Nuits envolées de Magali Lefebvre aux éditions du Chat Noir que j'ai reçu en service presse. C'est une des dernières parutions avec le tome 2 du Roi Brume. C'est une des dernières parutions des éditions du Chat Noir. Là, on est dans une novella, donc un roman très court, avec pour thème gothique, folklore slave, trouble du sommeil, où on va suivre Cyrine, dont le mari est parti à la guerre avec les armées napoléoniennes pour envahir la Russie. Et Cyrine commence à avoir souffrir d'angoisse et d'anxiété, et elle ne parvient plus à dormir. Donc on va la voir se promener effectivement au sein de... Elle vit avec ses beaux-parents dans une grande maison. Beaux-parents qui sont très attachants et très gentils avec elle. Hein. On n'est pas chez les Thénardier, donc ça va. Voilà, oui, c'est des gens de la haute bourgeoisie, je pense. Et puis, elle se balade dans cette maison. Elle va dans la forêt où elle a plein de souvenirs avec son mari. C'est vraiment un mariage d'amour. On va en apprendre un petit peu plus sur le passé de son mari, sur elle aussi, parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Donc, ils se connaissaient depuis très longtemps. Voilà, donc ils avaient une complicité très forte et elle va commencer à avoir des mauvais présages. Voilà. Et il y a toute une partie folklore slave qu'on découvre plus sur la fin. Vous voyez un peu. Alors c'est une chouette, paille et hibou. Et c'est vrai que la chouette, on a tendance nous à la voir un peu comme un symbole de sagesse par rapport à la déesse Athéna, je pense. Là, ça peut être aussi un symbole de mauvais présages et avoir un symbole annonciateur de mort. Voilà, donc et puis on comprend Cyrine, qui s'inquiète pour son mari qui est parti à la guerre, avec des lettres qui arrivent, mais entre-temps, il a pu mourir 100 fois sans qu'il le sache. La mort est là, de toute façon, elle guette tout le temps, dans cette atmosphère, oui, qui est assez sombre, assez gothique, onirique aussi. On va évidemment vers quelque chose de fantastique. On va avoir des explications sur le côté slave aussi, sur le folklore slave. Alors évidemment, c'est toujours frustrant ces novellas parce qu'on aimerait que ça dure plus longtemps. Tu vois, c'est vraiment le genre d'atmosphère que j'adore. Pour moi, ça a été un coup de cœur, cette lecture. Voilà, ça a été un petit coup de cœur. J'y repensais quand j'ai écrit ma chronique. Et franchement, j'ai tout adoré. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré suivre Cyrine dans ses déambulations nocturnes. J'ai adoré le côté gothique, le côté mystérieux. Il y a plein de choses. Vraiment, j'adore. C'est vraiment... j'adore cette maison d'édition. Elle propose des choses vraiment très, très intéressantes et qui changent. Alors après, il faut aimer les atmosphères sombres et gothiques, bon, évidemment. Puis la fin qui reste toujours sujette à interprétation aussi. Voilà, c'est très 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 beau. On voit des changements qui s'opèrent en Cyrine à cause de ses angoisses, de ses anxiétés, de son insomnie, mais voilà, et puis certaines personnes pensent que elle est comme ça peut-être à cause de ça, et on ne sait pas, on se pose des questions tout au long du récit, donc du coup c'est très difficile à lâcher, on a envie de connaître la fin.
C'est voilà, et bon, et je me dis, bah, quand on sait qu'ils sont partis, l'armée est partie envahir la Russie, bon, si vous vous souvenez un peu de Napoléon en Russie, vous savez que ça a été une véritable débâcle pour les armées napoléoniennes. Ça a commencé à marquer la fin, de toute façon, du règne de Napoléon, puisque quand ils sont arrivés à Moscou, les Russes avaient complètement brûlé Moscou. Ils sont durs en guerre, hein, les Russes. Hein. Il faut quand même y aller, hein, pour brûler une ville entière. Je ne sais pas si c'était la capitale à cette époque-là, mais quand même, quoi, c'était Moscou. Ce qui fait que quand Napoléon est arrivé avec ses armées napoléoniennes, et ben il l'a pas, parce que le nerf de la guerre aussi, quand vous avez surtout des grosses armées comme ça, c'est aussi de pouvoir les ravitailler. C'est aussi de ne pas aller faire la guerre en hiver, parce que évidemment les hivers sont rudes, et à cette époque-là c'était encore pire. Alors, on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. Et voilà, donc vous imaginez, ils arrivent en espérant pouvoir trouver un abri dans Moscou, pouvoir se ravitailler en nourriture, se reposer, etc. Ils arrivent là, les habitants ont quitté la ville, et tout a brûlé, ce qui fait qu'ils sont obligés de repartir. Et c'est là qu'on aura la Bérésina, qui est restée célèbre, hein, l'expression c'est la Bérésina, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ils vont traverser un fleuve, la Bérésina. Donc nous sommes, ça y est, l'hiver commence. L'hiver en Russie, c'est pas l'hiver en France, hein, c'est peut-être en haute montagne, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des hivers très rudes. Encore une fois, il n'y a pas les moyens de maintenant. Donc vous imaginez tous ces pauvres soldats marcher dans la neige, dans un froid mordant. Et ils ont voulu traverser ce fleuve qui était gelé. Malheureusement, ça a craqué sous le poids des milliers de soldats, des chariots, des chevaux. Bon, ça a été une... Alors si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, hein, vous me direz en commentaire si je vous dis des bêtises, c'est les souvenirs que j'en garde. Même pas des cours d'histoire, parce que c'est une période que je crois que j'ai jamais beaucoup vu en histoire, Napoléon. Ça arrivait toujours en fin d'année scolaire, donc on ne la voyait pas. J'ai peut-être revu un peu à la fac, je ne sais plus trop. J'ai dû l'étudier pour peut-être pour un exposé, je ne sais plus, mais mon souvenir, c'est ça. Après, voilà. Mais en tout cas, ça a été une véritable débâcle. Voilà, puis ça... Après, bah, ça a marqué la fin aussi de Napoléon. Enfin, une des fins, il y a eu ça, il y a eu Waterloo. Donc voilà, ça a été la fin du règne de Napoléon. Donc on est dans ce contexte-là, voilà, de guerre aussi, même si on n'en parle pas beaucoup, mais n'empêche que c'est complètement sous-jacent, puisque Cyrine ne dort plus parce qu'elle s'inquiète pour son mari, et son mari est à la guerre. Donc voilà, c'est un sujet quand même très important, et on pense à toutes ces personnes qui ont des gens dans leur famille qui sont partis à la guerre, et même si maintenant les guerres se font de façon différente, ça reste quand même la guerre, et il y a toujours malheureusement des victimes, que ce soit des soldats, des soldates ou des civils. Voilà, je m'étale un peu là en fait, mais voilà, un très bon livre, un très gros coup de cœur, voilà, et merci aux éditions du Chat Noir de nous proposer vraiment des livres comme ça. Je suis restée dans une atmosphère assez étrange aussi avec Yon de Camille Broutin, donc, qui est donc un manga français édité par Dargo dans leur collection Combo, pardon, qui est la collection Young Adult. Alors c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé, mais j'ai eu encore des bonnes nouvelles au niveau partenariat. Donc j'ai été sélectionnée, ça fait bizarre comme mot. Bon, bref, choisie, je sais pas trop, pour être ambassadrice Combo, hein, donc de leur catégorie Young, enfin c'est du Young Adulte plus, hein. Voilà, pour voilà, toute leur partie Young Adulte. J'ai reçu une autre de leur BD, d'ailleurs, il faudra que je vous présente un de ces quatre. Voilà, donc ça c'est le premier que j'ai reçu de leur part. J'ai aussi été prise aux éditions HSN. Alors, HSN, moi c'est une maison d'édition que je suis depuis un moment sur les réseaux. J'avais surtout découvert en lisant, c'était en 2023 je crois, j'avais lu 3 livres d'eux, enfin qu'ils avaient édité. Journal intime d'un dieu omniscient, le fabuleux Paternoster de Julia Richard, tout juste incroyable. Et puis le chant des géants, qui était plutôt de l'héroïque fantasy, vraiment dans des genres très différents. Alors c'est encore une fois une maison d'édition indépendante, donc c'est pour ça que ça compte beaucoup pour moi. Une maison d'édition qui fait de la littérature de genre, hein, donc voilà, vraiment dans du fantastique. Même si c'est vrai qu'avec Paternoster, oui, il y a une partie un peu fantastique, assez mystérieuse, on ne sait pas trop, mais ils étaient embêtés d'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne savaient pas trop où le mettre. Donc ils ont créé une autre collection pour ça, mais voilà, donc cette année, ils ont été... c'est vrai que l'année dernière, on les a peu vus sur les réseaux, ils n'ont pas édité de nouveaux romans. Cette année, ils repartent en force, voilà, et ils ont lancé un appel à partenariat.
Et on va recevoir bientôt leur prochaine parution, qui est donc de Adrien Mangol, qui avait écrit Journal intime d'un Dieu omniscient, qui a écrit aussi pardon, Seconde Humanité, et un autre roman dont je ne retrouve plus le nom. Seconde Humanité, je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, et on a eu des extraits de son prochain roman. Ouais, ça va. Alors je pense que ça va être une lecture exigeante, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je suis très 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 contente. J'ai appris aussi que j'étais pareil, partenaire des éditions Fantasmia, qui est une maison d'édition aussi indépendante, qui a dû voir le jour. Alors, l'année dernière, ils ont édité quelques livres. Je ne sais pas s'ils ont vu le jour en 2023 ou en 2024. D'ailleurs, l'éditeur racontait un petit peu son histoire, hein, comment il en est arrivé là, parce qu'il n'était pas destiné à la base à travailler dans le milieu du livre, mais voilà, c'est une reconversion professionnelle, et il s'est lancé dans cette grande belle aventure, mais pas facile quand même comme aventure. Et voilà, donc pareil, je suis partenaire, donc c'est de l'imaginaire, c'est pour ça que j'ai postulé, hein, voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est mon gros dada, hein, je veux lire de l'imaginaire, de l'imaginaire, de l'imaginaire. Voilà, donc... ouais, j'étais très contente aussi voilà, d'être en partenariat avec eux. Oui, c'est des plus petites maisons d'édition, mais justement, c'est l'occasion de les mettre en avant. Et voilà, donc là, je devrais recevoir leur prochaine parution qui s'appelle Les Héritiers de Salem. Hein, bon, avec un titre pareil, ça promet quand même. Hein. J'aime bien les histoires de sorcellerie. Voilà. Et puis, j'ai Syros aussi, qui m'a contacté pour la sortie de leur prochain Heroic Fantasy, La Mandragore de Cristal. Là, ça s'est fait par Bookstagram. Ils m'ont dit, vous êtes intéressé par le livre. J'avais laissé un commentaire sous un post concernant ce roman. Vous êtes intéressé pour recevoir, enfin bonjour, etc. Hein. Vous êtes intéressé pour recevoir le service presse? Comment vous dire? Oui, vu le sujet, vu qu'on est dans l'imaginaire de l'heroic fantasy, alors c'est le young adulte, hein, oui. Syros, c'est vrai que c'est plus young adulte jeunesse, mais il propose aussi d'autres choses, donc c'est bien, oui. Ils n'avaient pas reçu notre catalogue. En fait, je pense qu'ils pensaient que j'étais déjà partenaire avec eux, alors qu'en fait, non. Non, c'est la première fois que j'ai un contact avec vous, en fait. Donc voilà, des très bonnes nouvelles, 4 bonnes nouvelles, voilà, encore une fois, et voilà, sur des livres qui m'intéressent énormément, donc je suis vraiment très très contente. Donc pour en revenir à Yon, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Yon, c'est très mystérieux, c'est un tome 1. Voilà, on va être, je vous l'avais dit lors de la présentation de ma palle de petits livres, on va suivre Margot qui est dans un internat de jeunes filles qui ont l'air assez violentes, donc je pense qu'elles ont été mises là parce qu'elles n'ont peut-être pas eu un comportement qu'il fallait, mais bon, pourquoi exactement, en suivant les différents personnages, à chaque fois on se dit mais pourquoi une telle a-t-elle été mise dans cet internat, et notamment Margot, pourquoi elle est dans cet internat, surtout que Margot c'est quelqu'un de très effacé, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle n'a pas d'amis, mais c'est voulu de sa part, hein. C'est une volonté de ne participer à rien. Elle joue au badminton, c'est au badminton ou au tennis, non, ça doit être au badminton. Bah, elle reste avec la raquette et puis en fait, ça n'intéresse pas de jouer. Elle reste avec la raquette et puis elle joue pas. Mais elle veut pas se faire d'amis. Elle a des résultats corrects, elle fait pas d'histoire. Mais elle en est jusqu'à un point où elle mange pas. D'ailleurs, là, le directeur de l'internat, enfin de l'école, qui lui dit, mange, il lui apporte à manger parce qu'elle mange rien. Et puis, Margot, ce qu'elle aime faire, c'est aller dans les parties désaffectées de l'internat. Internat qui est quand même très étrange. Déjà parce ces jeunes filles voilà, ont été mises là, elles ont l'air très violentes. Alors d'une part, après on se rend compte que il y a ces parties désaffectées de l'internat qui sont quand même assez lugubres. Il se lit dans le sens japonais, hein, du coup, hein, pas à l'occidental. J'essaie de vous trouver une image voilà, de cet internat désaffecté. Enfin, vous voyez, la partie, c'est quand même, voilà, du coup c'est en noir et blanc aussi. On est vraiment dans un, voilà, c'est un manga, c'est écrit par une française, mais c'est vraiment un manga. Et puis voilà, donc elle se promène dans ces parties désaffectées, et on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est son truc, hein. C'est de l'urbex à sa façon. Et puis d'un seul coup, l'alarme retentit, et là, on va plonger dans quelque chose. Alors déjà, dans une atmosphère un petit peu, on se demande ce que font là ces jeunes filles, ce qu'elles ont fait pour être là, au milieu du désert, dans cet internat qui est à moitié pourri, en fait, hein, qui tombe à moitié en ruine. Puis il y a cette alarme qui retentit, et là, tout le monde doit se dépêcher de sortir de l'internat, fuir l'internat. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on plonge vraiment dans quelque chose, on n'est plus dans le normal, dans le quotidien, dans l'habitude, on plonge dans la normalité, enfin vraiment dans le côté fantastique, on ne sait pas jusqu'à quel point. Il y a des choses qui vont tomber du ciel, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est dangereux, il faut que tout le monde se barre, sinon apparemment ça va être catastrophique
à minima, je pense que c'est la mort qui les attend. Margot, pas de peau, elle est coincée, elle n'a pas le temps de revenir voilà, dans l'internat qui n'est pas désaffecté pour s'enfuir. Et puis elle va se rendre compte en fait qu'elle n'est pas seule, que d'autres personnes sont restées bloquées aussi dans l'internat, d'autres jeunes filles. Donc voilà, on va les suivre un petit peu, voir comment elles vont commencer à survivre. Vraiment, ça se passe pas très bien, puisque dans ces cas-là, vous savez toujours que c'est le meilleur qui ressort chez l'être humain, donc elles commencent déjà à se battre entre elles. Ouais, mais une telle, pourquoi tu l'as laissée rentrer? Voilà, puis elles commencent à se battre. Enfin, c'est voilà. Margot reste toujours très, très, très en retrait par rapport à ça, mais elle a une théorie sur ces choses qui sont tombées du ciel, et du coup, elle est écoutée par une autre jeune femme qui est interne aussi, qui a un peu presque un statut de chef. Elle est déléguée, je crois, en plus. Donc voilà, elle a un statut assez important. Et voilà, on va découvrir un peu ces jeunes filles. Il y a des scènes qui sont assez terrifiantes. Il y a très peu de détails, hein, parce que des fois, les mangas, il y en a partout. Hein. Il y a mille et un détails et c'est pas évident de s'y retrouver. Mais là, voilà, je trouve que les scènes sont très épurées. Alors, il y a une image, mais je vais pas vous la montrer parce que elle est magnifique, cette image. Elle est hyper angoissante. Je ne vais pas vous la montrer parce que ce serait spoilant. Mais vous voyez, il y a très peu de détails. Et, enfin, il y a ce qu'il faut. En fait, ça, que ce soit en termes de dialogue ou en termes d'illustration, il y a ce qu'il faut. Et c'est tout simplement génial parce que ça crée une ambiance oppressante, angoissante, très mystérieuse, très étrange, décalée. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore être dans des ambiances comme ça, un peu oppressantes et angoissantes, et voilà, qui me font un peu peur. Et on est dans un côté qui est très, voilà, un côté normal, un internat de jeunes filles. Et puis d'un côté, il y a voilà, cette violence, cet internat qui est coupé de tout, et puis ces choses qui tombent du ciel. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, en tout cas, j'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Voilà, si vous aimez ce genre d'ambiance, ce côté, alors je ne sais pas si on est dans du post-apocalyptique ou non, parce qu'elles sont quand même, mais c'est un peu étrange cet internat qui est paumé au milieu du désert, et puis on n'en sait pas trop sur l'histoire de ces jeunes femmes qui se retrouvent, enfin ces jeunes filles qui se retrouvent coincées là, et pourquoi, on a envie de savoir aussi pourquoi elles sont là, pourquoi Margot est là, qui l'a envoyée là, quoi. C'est assez frustrant, angoissant et très prenant. Et bon, voilà, en tout cas, je ne manquerai pas de lire la suite. Vous voyez le logo de Combo, en fait, hein, qui est leur collection Young Adult. Donc voilà, je pense une belle aventure qui commence. J'ai commencé du coup, pareil, en petite lecture. J'avais mis aussi l'affaire Pénélope Marche de Anixa Kari aux éditions Cubique, dans leur collection Outre Noir. Donc on va suivre effectivement Pénélope Marche, hein, je vous en avais un petit peu parlé lors de la présentation de ma palle de petite lecture, enfin de petite lecture, hein, en termes de pages on va dire, parce qu'en termes d'intensité c'est pas petit. Voilà, c'est Pénélope March. Alors on la voit, voilà, on la voit rouler avec son Dodge, sa Dodge, enfin bref, un Dodge, une voiture Dodge, la marque Dodge. Voilà, donc c'est aux États-Unis. On la voit, c'est aux États-Unis, j'ai pas de bêtises. Ouais, j'ai un doute. Parce qu'elle peut très bien avoir une Dodge, je crois qu'on dit une Dodge, mais que ce soit en France. J'ai une bonne question. Mais j'ai pas fait attention en fait. J'ai pas fait attention. C'est tellement prise dans le personnage que on est très pris dans la psychologie du personnage, hein, je vous le dis tout de suite. C'est très sombre. Et voilà, donc voilà, elle roule avec sa Dodge, on va voir des flashbacks de son passé, et elle entend des voix depuis l'âge de 13 ans. Enfin, l'âge de 13 ans, c'était une seule, et puis au fur et à mesure des années, elle a commencé à en entendre beaucoup plus. Voilà, et on ne sait pas... alors, il y a des choses dont on est sûr, puisqu'elle raconte, et d'autres, on ne sait pas si ça fait partie de rêves qu'elle fait, ou si elle a vraiment fait ces actes. C'est assez étrange. C'est assez intense. Alors après, j'ai lu que 62 pages. Après, il est court, hein. Il en fait 170, je crois. Donc, ça va se lire très vite. Et j'aime beaucoup voilà, être dans la tête de ce personnage. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. C'est très étrange, hein. On a l'impression d'une personne qui, pareil, encore une fois, détachée de tout. Mais en même temps qui a l'air très froide. Bon, très psychologiquement, c'est compliqué, hein, évidemment, quand vous avez plusieurs voix dans la tête, j'imagine que ça doit pas être facile. Déjà, on a déjà du mal avec sa propre voix, donc là, ça doit être très compliqué. Mais il y a un côté, on sent qu'elle parle d'elle-même, en fait. Donc, elle est assez froide quand elle parle d'elle-même, et on sent bien qu'il y a des choses qui l'ont
qui l'ont marqué quand même dans son enfance et dans son adolescence, voilà, qui expliquent certaines choses qu'elle a pu faire plus jeune. Après, je ne sais pas où on va aller par la suite. Voilà, c'est assez mystérieux, c'est très sombre, effectivement. Il y a des super reflets avec le noir. C'est, voilà, c'est oui, très, très sombre comme la couverture. Et non, franchement, c'est très, très prenant. J'aime beaucoup pour l'instant. Et bon, c'est vrai que vu qu'il est court, je pense que, alors, avoir la fin. Dans ce genre de livre, c'est ça. Des fois, vous aimez bien et puis ça se termine de façon un petit peu... voilà, un petit peu bizarre, où vous n'êtes pas satisfait de la fin. C'est un peu la fin qui me fait peur. Je ne sais pas si je vais complètement adhérer. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà où j'en suis. Là, ça fait déjà 28 minutes que je vous parle. Non, 25, je dis une bêtise. Ça va être un vlog qui va pas être court pour le coup, contrairement aux petites lectures. Bon, du coup, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous reprends dès que j'ai avancé dans les lectures de ces petits romans ou de ces graphiques. Bye bye! Hello, je vous retrouve, nous sommes donc le lundi 10 mars, toujours pour vous faire un petit point sur mes lectures, mes petites lectures. J'ai reçu aussi dans la boîte aux lettres ces colis, plus un autre que je dois aller chercher en relais aussi. D'ailleurs, je me suis dit que je ne vous avais pas parlé, je ne vais pas en faire, je vais pas en parler beaucoup ici, mais vous parler de mes grosses lectures que j'ai faites entre deux là depuis début mars. Le fils de l'homme D de Luc Reinhardt aux éditions Aux Forges de Vulcain. Je vous en parlerai plus tard, il y a pas mal de choses à dire sur ce livre. J'ai lu en lecture commune Palace de Marine Carteron, mais que j'avais en e-book, qui m'a beaucoup plu aussi, qui est une réécriture de la guerre de Troie, enfin si ça se passe 50 ans avant la guerre de Troie. Et puis hier soir j'ai commencé le tome 3 de, je ne retiens jamais le nom de la série, je ne sais plus, enfin le tome 3 en tout cas c'est Power Unbound, on va être de Freya Marske aux éditions Bragelonne. On est dans le Londres, l'Angleterre de la fin du 19e, dans la bonne société, sauf qu'il y a énormément de magie. Bon là j'ai juste commencé quelques pages, donc je ne vais pas trop vous en parler, j'aime beaucoup le livre, est vraiment très beau, c'est superbe. En tout cas, ça a l'air pas mal le début. Sinon, mes petites lectures, bah, j'ai fini l'affaire Pénélope March de Anixa Kari aux éditions Cubic, qui s'est dévoré tout seul, où je vous disais, on est dans la peau de cette jeune femme, Pénélope March, qui a l'air de fuir quelque chose au volant de sa Dodge, qui parcourt un peu. Alors, on ne sait pas si elle s'éloigne très loin des lieux de son enfance ou si elle en fait le tour, on ne sait pas trop. Elle entend des voix qui lui disent souvent de tuer, tuer, tuer. Mais on ne sait pas si elle passe vraiment à l'acte ou si c'est du rêve. Il y a des choses, on se dit, bah oui, si elle l'a vraiment fait. Puis après, on se dit, bah oui, mais là, ça fait 2 fois qu'elle refait la même chose. Donc, voilà, on se dit, on a l'impression d'être dans un esprit assez malade. Quelqu'un qui, malheureusement, qui est fou. Puis voilà, on va la suivre. Ça fait un peu une espèce d'odyssée, mais une odyssée un peu psychologique en fait. Et ça se lit bien. C'est alors 160 pages, 170, mais c'est bien. Faut pas plus après, sinon ça serait un petit peu redondant quoi, d'être tout le temps dans l'esprit de quelqu'un. Et voilà, la fin claque assez quand même. Et ouais, ça a été une bonne lecture. Et puis du coup, hier j'ai commencé, alors je l'avais pas mis dans ma palle des petites lectures, mais en fait il aurait très bien pu parce il dépasse juste un peu les 200 pages, mais il y a une post-faste très importante. C'est Les Trois Chemins entre les souhaits de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne, voilà, qui sort le 12 mars, qui est très beau aussi. Un très beau livre. Alors vous connaissez peut-être Patrick Rothfuss, c'est lui qui a écrit Chronique du tueur de roi. Enfin le premier c'est Le Nom du vent, que je n'ai pas lu, que je voulais lire. J'ai pas eu le temps malheureusement. Mais je me suis dit, c'est pas grave, celui-ci, c'est une sorte de préquel. Donc, ça m'a pas gêné au niveau de la lecture. Ça se lit tout bien, la couverture est vraiment très belle. Je pense que ceux qui connaissent Patrick Rothfuss vont comprendre les références aussi qu'il peut y avoir, notamment avec cet arbre. Et puis surtout, dans ce roman, il y a énormément d'illustrations. Il y a plein d'illustrations comme ça. Et on va suivre le personnage de Bass. Donc ceux qui ont lu Le Nom du vent, vous allez savoir tout de suite de qui je parle en vous disant ce prénom. Et c'est lui qu'on va suivre. Et en fait, la temporalité, elle est un petit peu particulière parce que ça va se passer sur une journée et une nuit, tout simplement. On va voir comme ça les chapitres, ça va être comme ça en fait. Ça va être début de matinée, milieu de matinée. Alors, vous attendez pas à ce qu'il y ait énormément... ouais, ici, c'est l'aube et puis on a le soleil qui se lève juste pour avoir le soleil qui va bouger comme ça tout le temps. Puis là, c'est marqué l'aube, talent et habileté. Et voilà, Bast, il travaille dans une auberge. Il a un maître qui s'appelle Rich, je crois, je ne sais plus.
Je vais pas trop en dire parce que pour ceux qui ne connaissent pas le nom du vent, ne pas être spoilé, parce que moi je me suis quand même un petit peu renseignée sur le nom du vent. Comment il l'appelle? Réchi, pardon, Réchi. Voilà, et Bast, en fait, on va découvrir petit à petit qui c'est. Et son truc, c'est d'aller en haut d'une montagne. Et il y a des personnes, alors souvent ce sont des enfants ou de très jeunes ados qui peuvent venir lui demander de l'aide, d'exaucer un vœu, voilà, contre rétribution. Et on va voir, voilà, d'où le titre aussi, les souhaits, le mot souhait dedans. Voilà, donc vous attendez pas, il n'y a pas d'aventure chevaleresque, il n'y a pas de combat épique ni rien. Pardon, c'est vraiment cette journée particulière et cette nuit particulière dans la vie de Bast. On voit ce qu'il fait et on va surtout suivre un petit garçon aussi. C'est bien fait. Je pense qu'on retrouve enfin, je pense que j'ai découvert avec ce roman le talent de conteur de Patrick Rufus, parce que c'est vrai qu'il en fait pas des tonnes, mais on est pris comme dans un conte. D'ailleurs, il en parle à la fin. Il a fait une postface de quelques pages, puisqu'il aime beaucoup raconter. Bon, maintenant, ses enfants sont dans l'adolescence, préadolescence. Même si je crois qu'il se raconte encore des histoires entre eux, mais il a toujours aimé leur raconter des histoires. Et c'est de là un peu que c'est né aussi son envie de raconter des histoires différentes. Et du coup, c'est un peu à la manière de conte. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément des événements, voilà, des scènes de combat, d'épée ou des scènes assez sanguinolentes. Mais on a l'impression effectivement de suivre un conte avec une certaine morale, sans que ce soit moralisateur et casse-pied. Et ouais, ça a été une belle lecture. C'est une lecture assez douce en fait. Je pense que ça pourrait être lu par des jeunes adultes aussi, hein, des ados, même à 18 ans. Je ne sais pas à partir de quel âge. Je ne sais pas si 13 ans ce serait adapté. Je ne sais pas trop. Peut-être, ça dépend des... J'ai du mal vraiment à me rendre compte, moi, pour les âges. Mais ouais, je pense qu'à partir de 15 ans, 15-16 ans, ça peut être lu sans problème. Donc c'était vraiment très sympa. Alors du coup, je ne sais pas quelle est la prochaine petite lecture que je vais entamer, parce que je vous ai montré, j'ai commencé le tome Power Unbowed. Je ne retiens absolument pas les titres en anglais. Et je n'avais pas fait gaffe, mais j'ai deux lectures communes qui commencent en même temps. Alors celle-ci, c'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour aux éditions, c'est Robert Laffont, Ailleurs et Demain. Voilà, où on va suivre, on est dans le futur. Je crois que la Terre, c'est un peu... c'est le bazar, et beaucoup de gens se sont réfugiés sur la Lune. Et on va suivre cette femme qui vit sous un dôme sur la Lune, parce qu'on ne peut pas respirer sur la Lune. Et elle a une ferme, et voilà, on va voir les jours s'écouler. Apparemment, c'est assez contemplatif, mais j'avoue que je serais curieuse de le lire. Il n'est pas très gros en plus. Ouais, il fait même pas 300 pages, donc j'en ai beaucoup entendu parler, il a l'air très bien. Et puis, Ozu organisait une lecture commune aussi du tome 1 de Whisper Weeks de Jordan Lees, puisque le tome 2 va sortir bientôt. Il sera certainement sorti quand je vous ferai la vidéo. Moi, j'avais pris la version brochée que je trouvais plus belle que la version collector. Tant mieux, vous me direz. Mais je trouve qu'elle est vraiment très belle. Les détails sont très très beaux. Voilà, alors, je crois qu'on est dans une ville labyrinthe qui bouge. Je me souviens plus, je l'ai acheté l'année dernière. Je ne l'ai jamais lu. C'est pour ça que je me suis inscrite à la lecture commune, parce que je me suis dit... ouais, mais quand même, mine de rien, ça fait plus de 500 pages. Hein. Alors, c'est écrit gros, hein, parce que c'est du young adulte, mais bon, quand même 500 pages, quoi. Mais, je trouve que la couverture, elle est sublime. Et ouais, voilà, et 16,95 €. Bon, c'est vrai que c'est écrit gros, mais il n'est pas très très cher pour un aussi gros livre, je trouve. Et ouais, donc c'est un truc fantastique. Et oui, c'est ça, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et Benjamin est propulsé dans cette ville de Dédaleum et il croise la route d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie du monde qui l'a fait changer d'avis. Tout commença par une fissure dans le mur. C'est très beau. Tout est en dorure en plus derrière. Et la dorure n'a pas l'air de se barrer. Je dis, moi, ça doit faire un an que je l'ai. Oui, je pense. Il est resté en bon état. Je vais pouvoir ouvrir avec vous les petits paquets en même temps. Bon, celui-là, je pense savoir lequel c'est. Ah bah non, c'est pas celui. Non, c'est un autre, mais c'est pas grave. Je vais vous enlever le bandeau, ce sera mieux pour voir. C'est Arborescente de Frédéric Dupuis aux éditions Bragelonne. Alors je ne sais plus trop ce que ça raconte, c'est un service presse. Hein. Il y a des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant ils sont lugubres. Tel est l'orphelinat où Hélène vit dans une minuscule chambre dont elle ne sort que la nuit. Atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini, elle a juré de ne plus dormir.
C'était sorti en grand format chez Bragelonne. On n'en avait pas beaucoup entendu parler. J'avais vu passer qu'une ou deux critiques qui étaient très très bonnes sur ce roman. Donc c'est pour ça que quand j'avais eu l'occasion de l'avoir en service presse, j'ai dit oui tout de suite. Mais du coup, Bragelonne va le ressortir. Il y a 3 tomes et ils vont tous sortir cette année, mais en format poche directement. Ils ne vont pas les ressortir en grand format. Donc de toute façon, je n'ai pas tardé à vous en parler puisque c'est un service presse. Vous pourrez vous faire votre idée. Mais en tout cas, sachez que pour une fois, ce sera directement du poche. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi. Et que tout va sortir cette année. Je pensais que c'était le tome 2 d'un autre, mais c'est pas grave. Par contre, il y en a un que j'attends. Je ne l'ai pas reçu. J'ai vu que les gens l'ont reçu. Et il doit pas être dedans. Et franchement, ça fait suer. Ça fait 2 fois que je ne le reçois pas. Enfin, c'est un autre livre, mais c'est... Et j'ai reçu à la même maison d'édition. Enfin, c'est Mnemos, en fait. J'ai reçu leurs 2 autres labels Mu et Conjuration qui est dans leur label Naos. Et bah, j'ai pas celui de chez Mu. Et bah, j'ai peur que... J'ai vu que les gens l'avaient reçu. Donc, je crains qu'il ne se soit perdu en route. Alors, ici. Ah bah oui, celui-ci, je l'avais. Ouais, l'auteur m'avait contacté. C'est Arma Christi du Bruno Carpentier. Pour une fois, ça va être du policier. En fait, j'avais déjà lu une enquête. On retrouve la même enquêtrice, Anna Boyer, dans le premier où elle vient d'une famille de sorciers quand même. Ça se passe à notre époque, hein, mais elle vient d'une famille de sorciers, sorcières. Donc ça avait joué un rôle assez important dans le premier tome. Et j'avais beaucoup aimé cette ambiance. Et là, elle enquête sur 2 cyclistes qui découvre au Cap Canaille un corps sans vie, salement amoché et couvert d'étranges inscriptions. L'enquêtrice Anna Boyer est rapidement appelée sur les lieux du crime, le premier d'une sinistre série. Si les indices orientent le parquet sur la piste d'un règlement de compte entre voyous marseillais, la commandante de la section de recherche de gendarmerie de Marseille comprend vite que cette affaire-là dépasse les frontières de la cité phocéenne. Ouais. Donc on va être plus vraiment dans du policier. J'aime beaucoup la couverture, je trouve vraiment très belle. Arma Christi en plus, alors je ne sais pas... C'est du latin, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je vous avoue que ça fait un peu suer pour le Mnemos. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est perdu. Voilà, là, je pense qu'on va encore être chez Bragelonne, ou une des branches de chez Bragelonne. Ah oui, bah, vous avez dû voir, je vous ai pas mal parlé des Tortues Ninja. Du coup, j'ai demandé leur dernière parution Tortues Ninja. Alors, c'est pas les mêmes, c'est les Tortues Ninja Reborn ici. Tandis que l'autre c'était l'intégrale des aventures des Tortues Ninja qui sème le vent, donc c'est chez e-comics. Et du coup là le quartier mutant est sur le point d'exploser. Toutes les tensions accumulées entre le clan Splinter c'est le père des Tortues Ninja, hein, c'est le rat si vous vous souvenez, leurs alliés et les mutanimaux culminent lors d'une manifestation menée pour déloger Old Hob du pouvoir. Dans l'avalanche de violence qui s'ensuit, les Tortues Ninja vont apprendre brutalement qu'il n'y a rien de plus difficile que de construire une société. Dans l'ombre, Shredder, qui est donc le grand méchant, observe la situation, mais qui peut prédire ses intentions. Voilà, j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais... le dessin a l'air beaucoup plus soft que l'intégrale que j'avais. Ouais, c'est plus soft. Peut-être plus adapté à un âge plus jeune. Après, ça dépend, c'est pas toujours les mêmes personnes qui décident. Qui dessinent. Mais ouais. Oh, bah, c'est cool. Et je pense que le deuxième, ça va être aussi un comics. Ah oui, évidemment, j'avais oublié celui-là. Lock and Key. Si vous ne connaissez pas Lock and Key, lisez Lock and Key. C'est génial, c'est de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. C'est un comics, enfin c'est pas un comics, c'est un manga graphique où on va suivre une famille. Ils viennent de perdre, de perdre leur père. Et ils héritent d'une vieille maison. Évidemment, il y avait une vieille maison, moi ça peut que me plaire. Et puis en arrivant dans cette maison, donc les 2 enfants, les 2 ados, filles et garçons, et la maman, enfin la maman, on va trop la voir, mais les 2 ados, on va beaucoup les suivre, il va leur arriver des trucs assez étranges. Vous pouvez voir d'ailleurs les personnages qui apparaissent là. Et là, ils ont ressorti des versions augmentées, retravaillées chez bah, ça doit être e-comics, ouais, c'est e-comics aussi. Je les ai lus il y a longtemps, hein, les Lock and Key. Franchement, allez-y, alors c'est du fantastique, hein, il y a une petite ambiance gothique, ça fait réfléchir aussi, c'est tordu, hein, faut dire les choses, c'est tordu. Vous voyez, je pense qu'il y a des choses augmentées comme ça, qui sont des images, qui sont des photos, chance des auteurs. C'est génial. Ça a pris des directions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, c'était vraiment super. J'avais toujours dit de les relire.
Là, c'est malheureusement, là, c'est déjà le tome 4. Hein. Je n'étais pas partenaire avant, donc j'ai pas reçu. Mais je vais relire les 3 premiers pour, voilà, pour bien me remettre dans l'histoire. De toute façon, j'avais toujours dit que je voulais les relire un jour. Donc, bah, ça va être l'occasion. Et ouais, elle est magnifique, ouais, elle est super belle. Et ça, c'est le genre voilà, de roman graphique que je vais garder parce que ça pourra peut-être plaire à mes enfants plus tard. Pas maintenant, hein. Le but, c'est pas de les traumatiser quand même. Mais voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis, bah, si je refais une petite lecture, alors cette semaine, ça va peut-être être compliqué parce que vu le paquet de lectures communes, enfin, j'en ai que 2, mais voilà. Plus celle que j'ai commencé, ça va peut-être un peu dur pour caser encore des petites lectures. Mais de toute façon, je reviendrai vous en reparler et au moins à minima fermer ce vlog. Voilà, je vous laisse ici et puis à bientôt. Hello, je vous retrouve, nous sommes le 14 avril. J'ai mis beaucoup de temps à vous reprendre, j'ai pas eu trop le temps entre les autres vidéos à tourner. Enfin, bref, la course un petit peu tout le temps et je voulais quand même clore ce vlog petite lecture. Donc j'en ai refait quelques autres depuis la dernière fois que je vous ai pris, qui sont là. Et d'ailleurs, c'était pas forcément des petites lectures que j'avais mises dans ma palle du début parce qu'il y a d'autres livres qui se sont rajoutés. Vous m'excuserez, je suis un petit peu à l'ouest, je suis complètement crevée et j'espère que je vais être claire dans mes explications. Donc je vais essayer de faire assez bref quand même pour vous parler des derniers livres, petites lectures que j'ai lues, à commencer par les graphiques. Alors le premier, je ne l'ai plus, je l'ai rendu à la bibliothèque, c'est Morpheus de Yann Bécu et je retiens jamais le nom de l'illustrateur, je prends mon petit carnet, Francesco Trifogli. C'est une BD qui a été, enfin un graphique qui a été adapté d'un roman de Yann Bécu qui doit s'appeler Dans les bras de Morphée, je crois. En fait, on est dans le futur. Il y a un produit qui a été commercialisé qui permet de booster les capacités de chacun. On voit que en France, en Europe, les gens sont encore un petit peu plus réticents par rapport aux Américains à utiliser ce produit. Et puis, bah, évidemment, ça a fini par arriver sur le marché européen. Et ce produit a des effets secondaires très grave puisqu'il rend narcoleptique, donc les gens dorment 20 heures par jour. Donc je vous laisse imaginer, hein, ça vous laisse plus que 4 heures pour vivre votre vie de tous les jours. Alors on imagine qu'effectivement c'est le bazar puisqu'il n'y a plus personne pour travailler, pour s'occuper des champs, des cultures, de l'élevage, de tout ça. Il y a des personnes qui en profitent voilà, pour piller, pour agresser les autres. Bon, tout ça on ne le voit pas au début de la BD, c'est vraiment raconté petit à petit. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est publié chez les Humanoïdes Associés. Et puis, en fait, les humains, du coup, se sont tournés beaucoup vers les robots qui font quasiment tout à leur place. C'est-à-dire qu'ils protègent les humains, ils les surveillent quand ils s'endorment, ils ramassent ceux qui seraient endormis dans la rue pour les mettre à l'abri, ils s'occupent des cultures, des champs, des animaux, tout le système électrique. Enfin, c'est vraiment eux qui s'occupent de tout, quoi. Les humains sont vraiment dépendants des robots, mais malgré tout, il y a encore besoin d'humains, notamment pour des missions spéciales. Il y a des gouvernements, en fait, chaque grosse ville a plus ou moins pris son indépendance. Là, par exemple, on va être à Prague, en Tchécoslovaquie. Prague est devenue une ville indépendante, donc gouvernée par des gens plus ou moins proches de la tyrannie, on va dire, toujours avec un bras armé. Enfin, il y a toujours une armée avec eux. Mais ils ont besoin d'humains pour des missions très spéciales. Et notamment, là, ils vont faire appel, c'est Juliette, je crois, l'héroïne, qui est une mercenaire qui vit de ça. En fait, elle travaille, elle fait ce métier pour protéger sa petite fille qui, effectivement, dort 20 heures par jour. Donc elle garde ses 4 heures pour effectuer des missions et pour faire en sorte qu'il y ait un robot à la maison qui s'occupe de sa petite. On voit au début que le robot commence à déconner, il faut le faire réparer, donc ça coûte très cher, donc elle accepte une mission assez risquée. Puis en même temps, elle connaît aussi un scientifique qui vit à Prague et qui lui travaille sur un remède, sur un vaccin pour mettre fin à tout ça. Par une série de circonstances, elle va se trouver obligée de quitter Prague avec ce scientifique pour le protéger. Elle emmène sa petite fille avec elle.
le robot qui s'occupe de sa petite, et puis il y a un autre robot qu'ils achètent pour les défendre. Donc voilà, on a cette traversée à travers une Europe qui est quand même assez dévastée. Le père de l'enfant, lui, elle sait juste qu'il est resté coincé à Berlin. Il devait aller voir ses parents, je crois, à Berlin. Et quand l'épidémie, quand on s'est rendu compte de la gravité de la maladie, bah, tout a été fermé, les aéroports, tous les moyens de transport. Donc le père n'a jamais, son mari n'a jamais pu rejoindre Prague. Donc elle espère le retrouver à Berlin. Et elle espère pouvoir protéger ce scientifique aussi pour qu'il puisse enfin trouver ce remède. D'autant qu'il a besoin de certains éléments qu'elle peut lui donner, puisque certains humains très très rares ont échappé à cette épidémie et ils ne sont pas frappés par cette narcolepsie, même s'ils ont pris ce produit hyper dangereux. Voilà, donc elle, son mari en fait partie. Donc dès qu'elle a un peu d'ADN ou de sang de son mari quelque part, elle le donne aux scientifiques. Puis on va les voir traverser cette Europe assez redevenue sauvage, puisque la nature a repris ses droits quand même sur les villes. Les robots sont très bien faits parce qu'en fait, ils sont presque plus humains que l'humain, c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent des humains. Ils sont vraiment très attachés à leur mission, ils les protègent. Là, on voit le robot qui s'occupe de sa petite fille, c'est presque une nounou, quoi. Il la porte dans une espèce de porte-bébé, même si elle a déjà 5 ans, je crois, 5-6 ans. Dans un porte-bébé, il s'occupe d'elle, il lui donne des cours quand elle est réveillée, il lui apprend l'orthographe, tout ça. Puis il y a ces trois autres robots beaucoup plus costauds qui les défendent aussi. Et en fait, ces robots, ils sont très sympas parce que... Enfin, ils nous sont très sympathiques, m'ont été très sympathiques parce qu'ils aident les humains. Et ils ne demandent rien en retour, en fait. Voilà, ils le font avec beaucoup de respect, avec beaucoup de bienveillance. Et c'était assez étrange de voir effectivement ce décalage entre les humains qui, encore une fois, parce qu'ils sont poursuivis aussi par des mercenaires voilà, qui ont des comptes à rendre. Enfin, voilà, des comptes à rendre avec Juliette. Donc voilà, donc elle est poursuivie en même temps. Elle est poursuivie aussi par le gouvernement et l'armée de Prague qui veulent remettre la main sur le scientifique. En même temps, il y a des dérives sectaires. Il y a notamment ceux qui pensent que bah, de toute façon, c'est la fin de l'homme, que cette narcolepsie, ça veut dire que c'est la fin de l'homme et que l'homme ne doit plus exister. Donc bon, c'est des extrémistes, ils sont complètement fous. Voilà, on a vraiment toutes les dérives qu'on peut retrouver dans un monde post-apocalyptique et c'était vraiment bien fait. Les dessins, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais alors c'est vrai que moi j'aime bien les dessins style manga, tout ça. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de dessin, on est dans un univers plus réel, en fait, plus réaliste, avec un dessin, je trouve, qui va quand même assez droit au but et qui nous montre vraiment à quoi ressemble cette société. On voit les rues désertées, quelques robots qui sont dans ces rues, quelques personnes qui sont endormies dans ces rues. Je vous dis, le reste, on voit bien que la nature a repris ses droits. Voilà, c'est des dessins bien, bien tranchés qui nous montrent une réalité quand même assez dure sur un monde qui est presque post-apocalyptique en fait. Et non, c'était bien. Du coup, j'aurais très envie de découvrir le roman de Yann Bécu parce qu'il doit être très intéressant, puis peut-être qu'il est un petit peu plus développé. Pour rester dans les lectures graphiques, j'avais reçu entre-temps, je vous l'avais montré, Les Tortues Ninja Reborn, le tome 4 qui sème le vent. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé plus simple à lire que le précédent que j'avais lu, qui était une intégrale aussi, parce que vous voyez, les dessins sont beaucoup plus épurés. Il y a moins de dialogue, c'est vrai, mais même quand il y a du dialogue, je trouve que voilà, ça reste quand même tout à fait lisible. En fait, là, on est dans un autre arc narratif. Là-dedans, on va parler surtout des mutanimaux, c'est-à-dire des êtres qui se sont transformés mi-hommes, mi-animaux. Comme certains voulaient s'emparer du pouvoir, comment la ville de New York les a mis un peu à part dans un quartier. Il y a un mur tout autour du quartier. Mais même à l'intérieur, les mutanimaux se battent entre eux parce qu'il y a ceux qui veulent effectivement avoir une espèce de suprématie sur les humains lambda ou voilà, qui veulent... ouais, leurs droits, mais de façon assez violente. Ils veulent faire valoir leurs droits, mais de façon assez violente. Et puis, il y a les mutanimaux qui veulent que ça se fasse en douceur. Et notamment, on va suivre une mutanimo, une mutante animale,
qui est aidé par les Tortues Ninja. Alors là, on est dans un arc narratif assez particulier, puisque Splinter, leur père, est décédé, et Shredder, le grand méchant, est censé être décédé aussi, mais on le voit apparaître quand même au tout début, par exemple. Il est là, mais il est plutôt sous forme d'esprit. Et en fait, il y a des images assez mignonnes, je trouve. On a des mutanimaux qui sont des petites loutres, des petites tortues qui sont toutes mimi. Vous les voyez là. Alors, l'image, elle n'est pas très belle, mais ici, elles sont vraiment toutes mimi. Et voilà, on a cette guerre entre les mutanimaux qui est un peu triste parce qu'ils devraient plutôt s'entraider, mais bon, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Et voilà, on va voir comment tout se passe dans le quartier, et cette guerre entre mutanimaux. On a aussi, je trouve qu'il y avait quand même une certaine profondeur au niveau des personnages, puisque ils ont perdu leur père, hein, et l'une des Tortues Ninja, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal. Les autres ont réussi à se retrouver d'autres amis parmi les mutanimaux, et je sais plus lequel des Tortues Ninja, il a beaucoup de mal c'est toujours lui qui s'est plus occupé de ses frères, et il a du mal à se recréer une famille, à sortir de sa solitude et de son isolement. En fait, il reste très méfiant, et je trouvais que c'était pas mal fait. Je trouve que c'est un bel album qui est plus clair que l'autre, en fait. Au niveau de l'histoire, les deux se valent, hein, mais le fait qu'il y ait un petit peu moins de bagarres, voilà, un peu moins de détails, et des dialogues plus courts, je trouvais que ça a aidé mieux à la compréhension de cet album. Donc c'était vraiment sympa. Toujours pour rester dans les graphiques, j'ai lu aussi Flavor Girl, Thomas de Loïc Locatelli. C'est chez Dargaud dans leur collection Combo, qui est une collection assez récente. Alors là, on va être... je sais que ça a beaucoup fait penser, quand je l'ai chroniqué sur Instagram, ça a fait penser à Sailor Moon. Je vais y arriver. D'ailleurs, il y a un moment, ouais, ça m'a carrément fait penser à Sailor Moon. C'était vraiment ça. Ça fait penser un peu à ça. En fait, au tout début, on assiste, il y a une jeune fille qui sort. Vous voyez cette image, ça fait vraiment penser un peu à Sailor Moon, la transformation de Sailor Moon. On a vraiment dans cette idée-là. Elle sort de chez elle. Il y a un vaisseau spatial. Ils appellent ça le rocher. Il est là, le vaisseau spatial, le rocher. Ils savent qu'il y a des extraterrestres dedans. Le gouvernement a envoyé des humains pour les contacter. Enfin, envoyé un petit vaisseau spatial pour les prendre contact avec eux sur le rocher voilà, pour faire connaissance avec eux. Et on suit ces deux jeunes filles qui sortent, qui veulent faire un reportage pour le journal de leur lycée. Puis malheureusement, on suit les diplomates qui vont voir ces extraterrestres, et ça se passe très très mal. Et on se retrouve des années après, et on découvre que les intentions de ces extraterrestres sont tout sauf gentilles, quoi. Puis ces extraterrestres un peu particuliers quand même. Vous voyez, ils ont drôle de physique, on va dire. Et en fait, seules peuvent s'opposer à eux celles qu'on appelle les Flavor Girls, qui sont là. Donc là, c'est les 3 premières Flavor Girls. Et on va suivre la 4e, Sarah, qui va intégrer leur groupe. Elles ont tout un pouvoir qui est à base d'une plante. Il y en a une, je crois que c'est un artichaut carrément. Vous voyez, les plantes, elles sont ici. Il y en a une, c'est une grenade. Et là, je ne sais plus, je crois que c'est quelque chose plutôt une plante japonaise, hein. Surtout des fruits. Et la dernière, elle a un ananas. Voilà. Elle va être attachée à l'ananas, et elles vont se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Les autres Flavor Girls vont la conduire dans un temple où vit une vieille femme qui protège encore... en fait, c'est un temple avec un arbre gigantesque qui protège la planète. Et en fait, même si les extraterrestres envoient de temps en temps des extraterrestres sur Terre pour dévorer les humains, ce qui les intéresse, en fait, c'est cet arbre, c'est s'emparer de la puissance de cet arbre. Et on va les voir lutter. Et alors, il y a beaucoup d'humour, hein, parce que notamment la toute nouvelle Sarah, là, elle fait bêtise sur bêtise. Elle est hyper maladroite. Elle est très attachante, mais elle est hyper maladroite. Puis elle n'est pas du tout entraînée pour. Et puis on commence à deviner, enfin à voir un petit peu l'ébauche des autres héroïnes. Et on sent qu'elles ont toutes quelque chose
un passé. Bon, bah, on va retrouver d'ailleurs une des deux, une des Flower Girls, celle-ci, c'est une des deux jeunes filles qui était sortie au tout début pour faire un reportage, qu'elle a vécu un drame. On sent que les autres, celle-ci est assez renfermée, assez dure. Bon voilà, on sent que c'est assez compliqué. Et puis celle-ci, c'est elle, non, je confonds. C'est elle qui est plus dure, je sais plus. Il y en a une qui mange beaucoup, qui a l'air rigolote, mais on sent qu'elles ont tout un passé. Et je pense qu'au fur et à mesure des tomes, l'auteur va, voilà, va nous décrire le passé de ces héroïnes. On voit des combats. Et puis pour finir, vous avez une petite histoire qui est adaptée d'une histoire japonaise, puisque l'auteur vit au Japon. Alors il doit être français, je crois, à la base, mais il vit au Japon. Et voilà, elles sont en vacances et voilà, elles se retrouvent dans une... Enfin, elles sont censées être en vacances, mais leur chef leur demande... de reprendre contact avec, parce qu'il y a des groupes d'humains un peu partout dans le monde qui se battent aussi contre les extraterrestres. Et elles doivent se rendre dans cette maison pour reprendre contact avec ce groupe d'humains résistants. On voyait déjà la tête de la maison, donc il s'est inspiré d'une histoire d'horreur japonaise pour écrire ce petit plus, en fait, ce petit bonus, cette petite histoire bonus, et c'était vraiment très sympa. Du coup, après, j'ai lu, je vous en avais parlé, je l'ai mis aussi dans les petites lectures parce qu'il fait moins de 300 pages, mais par contre, il est très très dense. C'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour chez Robert Laffont dans leur collection Ailleurs et Demain. Donc, je vous avais dit, on va suivre Al-Jarline qui s'occupe d'un champ sur la Lune puisque les humains ont quitté la Terre qui n'est plus habitable et vivent sur la Lune, enfin plutôt sous la Lune puisqu'ils vivent sous terre et on va la suivre. Alors, c'est vrai que c'est assez... alors, c'est pas tant contemplatif que on voit comment elle cultive ses champs. Je me suis demandé d'ailleurs si on ne devait pas mettre ça dans de la hard SF par moment, parce que dans la hard SF, j'ai vu qu'on pouvait... Enfin, c'est tout ce qui est rapport avec les sciences, les mathématiques et aussi la biologie. Et pour le coup, on parle beaucoup de plantes, on parle beaucoup des petites choses telles que les plantes, alors comment elles se sont adaptées à l'atmosphère de la Lune, comment certaines ont muté, comment certaines peuvent vivre en symbiose, d'autres, il ne faut surtout pas les mettre ensemble. On voit beaucoup aussi les insectes, les micro-organismes, les insectes, vraiment toutes ces petites créatures ou plantes auxquelles on ne fait jamais attention. On parle de la nature, mais quand on parle de nature, on va penser à des plantes beaucoup plus grandes comme des arbres, ou on va penser à des animaux, à des mammifères. Or, les mammifères ont beaucoup de mal à s'adapter à l'atmosphère de la Lune, et il y en a très peu. Donc la survie, elle repose plutôt sur effectivement les champs de plantes. Et voilà, il y a plein de belles choses comme ça. Alors oui, alors par moments, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que quand vous n'êtes pas experte en biologie, c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant la façon dont elle décrit ses journées. Et il y a un côté très poétique, je trouve, quand elle regarde le lever du soleil ou quand elle regarde la Terre d'un certain angle, quand elle est sur la Lune. Puis elle va avoir des interactions avec les humains d'une cité, humains qui sont frappés par ce qu'on appelle la fièvre aspic, qui dessine quand même pas mal de gens dans leur rang. Et en plus, El Jarline, ce personnage est quand même assez mystérieux, puisqu'elle vit seule. Elle a l'air, on va la voir petit à petit prendre conscience des émotions, des sentiments, notamment par ces rapports qu'elle peut avoir avec les humains, notamment avec une petite fille. Donc on se dit, est-ce qu'elle est humaine? Et puis on sent qu'elle est déstabilisée face à toutes ces émotions. Voilà. Puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, elle remarque qu'il y a une prolifération d'une nouvelle plante qui ressemble à des petites méduses, sauf que ce sont des plantes et qui prolifèrent beaucoup, et ça l'inquiète parce qu'elle ne voudrait pas qu'elle tue les autres plantes. Elle a une fissure dans son dôme, donc elle essaie d'alerter le gouvernement en disant si cette fissure augmente, les champs vont être perdus. Enfin, il y a plein de choses assez mystérieuses. On va la voir aussi prendre contact avec d'autres personnes qui, comme elle, ont un titre, c'est le zoologue par exemple. C'est assez mystérieux. C'est vrai qu'on l'a fait en LC. Chaque fois, on s'est demandé exactement ce qu'était El Jarline, si elle était vraiment humaine, ou si elle avait été améliorée, puisqu'elle a un chat qui l'accompagne. On le voit ici, le chat. Donc c'est bien un chat à la base, hein, c'est un vrai chat, sauf qu'il a été amélioré, il est capable de parler par exemple. Donc ça donne des scènes assez tendres et assez rigolotes en même temps. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je comprends qu'on puisse ne pas accrocher, hein, parce que oui, il y a un côté, voilà, on explore beaucoup la flore et comment elle a évolué sur la planète. Il y a beaucoup de moments où El Jarline essaie de faire le tri dans ce qu'elle ressent au niveau des émotions. Il n'y a pas énormément d'action, mais je trouvais que le texte était vraiment très beau, que c'était vraiment un bel hommage aux petites choses de la vie, aux insectes, aux plantes, et je vais trouver ça vraiment très très beau.
Pour rester toujours un peu dans du fantastique. Alors, ça se passe dans le futur, mais après, c'est surtout psychologique. C'est Passer sans silence de Adrien Mangold. C'est son dernier roman aux éditions de L'Homme sans nom. C'est pareil, j'ai reçu en service presse. Bon, c'est un livre assez court, mais pareil, ouais, un petit peu plus de 200 pages, mais très dense. On va suivre un homme, Doug. Alors, on sait qu'on est... Adrien Mangold a écrit d'autres romans, dont Seconde Humanité, où apparemment, bah, la première humanité, c'est-à-dire nous avons disparu. Et il y a une seconde humanité qui est apparue. Mais voilà, donc on est dans cette ère de la seconde humanité, mais on n'en sait pas trop. On se rend compte, bon, bah, quand Doug regarde par la fenêtre, que la cité est assez futuriste, etc. Mais on n'en sait pas trop. Par contre, ça donne très envie de lire Seconde Humanité. Et il y a Prototype aussi. Apparemment, il y a des références à Prototype, mais je ne l'ai pas celui-là dans ma page. J'ai Seconde Humanité, mais pas Prototype. Et Doug est un écrivain très connu qui vient de se faire voler les originaux de ses poèmes. Donc, il est quand même perdu. Ce sont ses bébés. Hein. C'est un homme d'un certain âge hein, déjà. Ça commence, en fait, il est en train de perdre la tête. Donc, il a certainement la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il se rend à un commissariat pour se déclarer coupable d'un crime. Sauf que, bah, après, il est aidé par un autre homme, par son aide à domicile. Et on a l'impression qu'il mélange ce qu'il a écrit, ses écrits de fiction, et sa vraie vie. Alors, on ne sait pas trop. Je sais que ça a perdu pas mal de monde quand même, cette lecture. Parce qu'effectivement, du coup, il y a des retours en arrière. On voit sa vie, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment sa vie ou c'est quelque chose qu'il a imaginé? Est-ce que ça vient des romans qu'il a écrits? Puis on a des moments voilà, qui se passent à l'époque du livre. On sent oui, qu'il essaie de se faire aider. Il veut aller voir aussi pas un architecte, un archéologue, parce qu'il pense que tel ou tel trésor venant de la première humanité peut se trouver à tel ou tel endroit. Donc on ne sait pas trop comment il sait tout ça. Son aide ménagère, enfin son aide à domicile plutôt, non, c'est pas une aide ménagère, c'est une aide, une aide à la personne. Apparemment, elle paraît assez mystérieuse aussi, donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Elle était prenant parce que voilà, on a ce mélange passé, présent, et puis on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On a des petits flashs de ce que va être le futur, et puis ça reste un peu une enquête, ça reste assez mystérieux. Bon, tout s'explique à la fin. Il y a même une petite nouvelle que l'auteur avait écrite qui apporte un plus, je trouve, au roman, qui permet d'en savoir un petit peu plus sur le personnage de Doug et sur cet archéologue qu'il a missionné pour retrouver certains objets. Donc j'avais beaucoup aimé aussi. J'avais un peu peur parce qu'Adrien Mangold, j'avais lu Journal intime d'un dieu omniscient, j'avais pas plus accroché que ça, mais là franchement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et puis le dernier qui est un petit aussi, mais qui moins de 200 pages, mais qui, pour le coup est plutôt un témoignage. C'est Le Grand Épuisement de Nelly Pons aux éditions Actes Sud que j'ai reçu dans le cadre du Masse Critique Babelio, où là tout simplement l'autrice va nous parler de son grand épuisement, de son burn-out en fait qu'elle a fait au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'un un matin, elle était incapable de se lever, elle n'y arrivait plus. Elle va nous raconter comment elle s'est enfoncée de plus en plus dans ce burn-out, en passant par la dépression, par un séjour en clinique, par les médicaments, par des tas de médecins, et puis comment petit à petit elle a réussi à remonter la pente. Je voulais le lire parce que je me dis on sera tous touchés un jour malheureusement par ce burn-out, par cet épuisement contre lequel on ne peut rien, où des proches seront touchés. Malheureusement, et c'est vrai qu'elle fait un parallèle avec notre société, et oui, notre société, c'est toujours plus vite, il faut toujours être hyper efficace, voilà, et du coup, c'est compliqué. Elle parle aussi du monde du travail, et j'aime beaucoup comment elle définit le monde du travail. Il faudrait que je retrouve exactement ces mots, parce que je trouvais que c'était bien, ouais, bien expliqué. En fait, dans le monde du travail, on retrouve, alors je ne dis pas de bêtises, une perte de sens par rapport à ce qu'on fait, des injonctions contradictoires. Ça, c'est vrai que vous avez un tel qui vous dit il faut faire ça, l'autre qui vous dit de faire ça. Enfin, je pense que tous les gens qui travaillent l'ont vécu aussi. Et puis surtout, ça peut parfois aussi heurter nos valeurs. Alors, sans rentrer dans des valeurs hyper importantes, c'est vrai que des fois, ça heurte un peu nos valeurs et notre façon de travailler, notre façon de penser les choses. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose d'assez violent au monde du travail, en fait.
Et elle fait, du coup, un parallèle avec ce qu'elle ressent et notre société qui est toujours dans le plus et le plus vite et le plus performant, sans tenir compte de l'être humain. Et elle fait aussi un parallèle avec la nature, puisque c'est vrai qu'on utilise les hommes et les femmes, voilà, jusqu'à épuisement, et puis le jour où ils sont plus bons, bah, on les jette. Et elle fait un parallèle avec la nature qui, pareil, on épuise de plus en plus les ressources sans penser à l'avenir. Je trouvais que ce parallèle était vraiment intéressant. Alors c'est pas moralisateur ni rien, hein, mais c'est vrai que le parallèle est intéressant, c'est-à-dire que on maltraite la nature, mais en fait, on est nous-mêmes maltraités. Donc du coup, je pense qu'on se rend plus compte non plus de l'importance de la nature, puisqu'on est complètement déconnecté dans la nature. C'est ce qu'elle explique aussi à la toute fin, c'est qu'il y a il y a des cultures, et ils ne font pas la différence entre l'humain d'un côté et la nature de l'autre. C'est un tout. Nous, c'est vrai qu'on se définit en tant qu'humain et on se dit toujours, faut faire attention à la nature, mais on ne devrait même pas faire ça. On devrait, voilà, ça ne devrait faire qu'un. Mais malheureusement, on est complètement déconnecté de cette nature avec la vie qu'on a. Je pense qu'on a toujours tous la tête dans le guidon et voilà, on ne pense plus encore une fois aux petites choses qui peuvent nous réjouir et nous faire du bien. Donc elle raconte voilà, comment petit à petit elle a réussi à remonter la pente, même si elle sait qu'elle est encore très fragile et que ça peut vite redégringoler. Mais voilà, elle explique elle son parcours. Alors on a voilà, on n'est pas obligé de suivre son parcours, et puis on a chacun nos parcours à nous, nos envies, mais moi ce que je me dis en fermant ce livre, c'est j'espère que tous on trouvera un but, quelque chose qui nous donnera envie d'aller de l'avant, qui sera en raccord avec ce qu'on est, avec nos valeurs, qui fera sens pour nous. C'est ce que je me dis. Quelque part, c'est un peu porteur d'espoir quand même. Et j'espère qu'effectivement, chacun de nous arrivera voilà, à trouver ce qui fait sens dans sa vie. Voilà, je vais vous laisser ici pour mes petites lectures. Donc ça va encore être un vlog vachement long. Je pensais qu'il serait plus court, mais apparemment non. Et puis, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo et pour un prochain vlog plus tard. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces romans, si vous les avez lus, si vous avez fait peut-être... Alors moi, je l'ai fait en mars, hein, les petites lectures, mais c'est pas grave. Après tout, je me dis, c'est pas mal aussi de caser de temps en temps des petites lectures comme ça entre deux. Ça se lit vite, ça fait du bien, ça repose le cerveau, même si, bon, celles que j'ai lues, les dernières étaient quand même assez intenses. Mais il faut se méfier, parce que des fois, les petites lectures, ça fait pas 300 pages et vous avez beaucoup de choses dedans. Mais bon, c'est sympa, c'est un autre format, ça fait du bien. Voilà, je vous laisse ici pour ce vlog et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!